Bonjour Monsieur Bigfalvi. Alors Bonjour. nous sommes ici pour présenter votre nouveau livre qui s'appelle Une brève histoire du faisceau sanguin et lymphatique. Et donc nous avons préparé certaines questions qui nous tenaient à cœur pour cette rencontre. Alors tout d'abord, nous voulons savoir comment l'idée d'écrire un livre vous est-elle venue? C'est-à-dire, donc à cette question, je peux apporter deux réponses. Donc, premièrement, je travaille depuis très longtemps au niveau de ce domaine-là. Donc, je suis un chercheur établi, je dirige une unité INSERM. Et il me semble très important à un moment d'écrire un livre qui s'adresse aussi un petit peu à un plus large public et où les enjeux de ce domaine sont clairement décrits. Mais je voulais aussi faire un livre qui est à la fois intéressant pour le non-spécialiste, c'est-à-dire le grand public, mais aussi le scientifique. C'est-à-dire le scientifique aussi doit trouver dans ce livre des choses intéressantes. Et surtout, par exemple, au niveau historique, il y a un certain nombre de choses qui sont abordées que moi-même, avant d'écrire ce livre-là, je ne savais pas. Et la deuxième réponse à cette question, c'est qu'il y avait en 2008 finalement le fondateur du domaine angiogenèse, Judah Folkman, donc, est mort. Donc il est arrivé à une réunion scientifique aux États-Unis et il est mort ensuite très rapidement à l'aéroport. Et donc je me suis dit, c'était un petit peu aussi le coup d'envoi, essayons de faire comprendre aussi aux chercheurs et au grand public un certain nombre d'enjeux et avoir finalement une approche assez large pour cela. Et justement, est-ce que, plus pour les personnes du grand public, vous pourrez nous expliquer ce qu'est un vaisseau sanguin ou un vaisseau lymphatique? Oui, un vaisseau sanguin, c'est une structure, je dirais, on peut dire assez simple. C'est finalement un tube, ou c'est des tubes, et c'est des tubes qui sont structurés aussi d'une certaine manière. On distingue des grands vaisseaux, des petits vaisseaux, et dans les, je dirais, petits vaisseaux, il y a une structure donc assez simple. C'est essentiellement des cellules endothéliales qui structurent ces tout petits vaisseaux. Et évidemment, il y a des cellules accessoires qui sont autour, qui maintiennent un petit peu ce tube. Mais dans les plus grands vaisseaux, ça devient un peu plus complexe parce que les couches sont un peu plus épaisses. Donc il y a les cellules endothéliales, la couche interne qui est en interaction avec le sang. Ensuite, la couche des cellules musculaires lisses qui est autour, qui est une couche assez épaisse avec un certain nombre donc, de cellules qui entourent ce vaisseau. Et ensuite, il y a une adventice, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu un stroma fibreux qui est autour. Donc voilà, au niveau du vaisseau sanguin, la structure, je dirais, globale. Et dans le vaisseau lymphatique, c'est un peu semblable, je dirais, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire, il y a ce qui change essentiellement, c'est la présence de cellules endothéliales lymphatiques qui sont spécialisées lymphatiques. Et la structure est un peu plus simple au niveau du vaisseau lymphatique. Donc dans votre livre, est-ce que vous évoquez les principaux développements historiques qui ont pu avoir lieu au cours des années dans ce domaine? Oui, absolument, parce que, c'est-à-dire même nous, les chercheurs, sommes assez ignorants de ce qui s'est passé au niveau du passé. Sont ignorants parce que souvent on fait une recherche donc présente, c'est-à-dire on est très centré sur des problèmes actuels, mais on n'a pas assez de recul. Donc cette idée était réellement de faire une histoire entière et vraiment bien recherchée de cette histoire donc, du vaisseau. Et c'était important parce que j'ai consulté non seulement des reviews secondaires pour cette histoire ancienne, mais je suis allé dans des textes originaux du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment un travail aussi de recherche historique qui était mené. Et donc il y a un certain nombre de, je dirais, grandes étapes qui ont été fixées.
peut dire tout simplement, il y a la période qui était avant, donc essentiellement William Harvey, qui a vraiment établi le système circulatoire, la structure du circulatoire. Donc tout ce qui était avant et toutes les théories qui existaient avant sont abordées au niveau de ce livre. Et ensuite les théories qui sont venues après. Parce qu'après que le concept de la circulation sanguine est établi, il fallait réellement élaborer ce que c'est un vaisseau finalement. Comment cette interaction, interconnexion entre le vaisseau donc artériel et veineux se fait au niveau du tissu. Et les gens, par exemple, n'avaient aucune idée par rapport à ça. Et il y a eu un certain nombre de théories qui existaient à cette époque-là, soit avec des tubes endothéliaux ou juste la matrice. C'était fait de matrice, ou sans matrice du tout, il y avait juste des cellules au niveau du tissu qui étaient autour et qui faisaient pratiquement de sorte que ces tubes-là, c'était comme, je dirais, un ruisseau ou l'eau qui va dans un champ, qui s'éparpille dans un champ, etc. Il y a eu plein de théories à ce propos-là et ça donc, a réellement, graduellement évolué vers une théorie cellulaire du vaisseau. C'est la théorie cellulaire du vaisseau et qui ensuite a donc, finalement abouti à ce qu'on a au niveau des facteurs donc de croissance qui influencent ce tube capillaire, la découverte de ces facteurs et comment donc ils sont formés, etc. Donc il y aura donc, toutes ces étapes-là sont décrits en détail, donc jusqu'aux étapes les plus récentes. D'accord. Donc plusieurs années d'écriture sur un travail qui a dû être vraiment fastidieux au niveau d'histoire des sciences. Oui, c'est un travail assez important au niveau histoire des sciences qui était abordé. Donc du coup, de manière j'imagine plus récente, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le développement des vaisseaux sanguins serait-il lié à la santé ou à la maladie chez les humains, chez les êtres humains? Chez les humains, c'est-à-dire on peut subdiviser donc deux façons, c'est-à-dire soit un défaut de vaisseau ou un excès de vaisseau. D'accord. Donc quand vous avez par exemple un excès de vaisseau, c'est essentiellement des atteintes, par exemple au niveau du cancer, qui est une entité importante dans laquelle il y a réellement un excès de vaisseau. Donc il y a ce qu'on appelle angiogénèse des tumeurs, qui est vraiment important, et cette interaction entre la tumeur et le vaisseau régule aussi la croissance de cette tumeur. D'où l'idée de Folkman et d'autres que si on peut bloquer la croissance des vaisseaux, à ce moment-là, on peut aussi bloquer la croissance des tumeurs. Après, il y a évidemment toute une recherche là-dessus qui était faite vraiment avec un certain nombre de groupes et équipes. Après, il y a d'autres maladies qui sont importantes. Il y a des maladies inflammatoires. Il y a par exemple arthrite. Donc au niveau des arthrites, il y a quand même une composante angiogénèse importante. Au niveau du cœur, du vaisseau, par exemple, il y a des ischémies cardiaques dans lesquelles il y a donc un défaut d'angiogénèse au départ, mais à ce moment-là, quand vous avez une ischémie, c'est-à-dire une partie de votre cœur meurt, à ce moment-là, la circulation essaie de se rétablir et de refaire une partie. Donc, c'est ce qu'on appelle une néo-angiogénèse. Évidemment, cette néo-angiogénèse, elle est insuffisante au niveau cardiaque, donc l'idée est de la stimuler après. Donc, vous avez après des maladies comme aussi au niveau cérébral, il y a les ischémies cérébrales où l'angiogénèse donc est importante et est aussi une cible au niveau thérapeutique. Et il y a énormément de maladies qui sont liées à l'angiogénèse, qui existent encore aussi, j'ai oublié de citer, au niveau de l'œil. D'accord. La rétinopathie diabétique, etc., ont toutes les atteintes de défauts ou d'excès, parce que les deux, de temps en temps, sont liés,
sont importants au niveau angiogénèse et peuvent être aussi traités par un traitement anti-angiogénique. Ce qu'il y en a par exemple dans des atteintes oculaires, il y a des traitements anti-angiogéniques qui fonctionnent très bien. D'accord. Donc vraiment un domaine où de nombreux chercheurs utilisent, donc soit au niveau du cancer, des inflammations, vraiment de nombreuses maladies. Voilà. D'accord. Et enfin, pour terminer avec ces questions, quelles seraient les idées ou les principes venant des études sur cette vascularisation, sur cette formation de vaisseaux sanguins, qui ont une signification générale pour la science? Mais je trouve que c'est vraiment très important comme question et les gens souvent, le scientifique, il se pose très rarement ces questions-là. Parce que ce qui est important, c'est-à-dire réellement de regarder ce que dans mon activité scientifique peut avoir une signification donc plus large. Je vous cite des exemples qui sont traités d'ailleurs en détail dans ce livre-là. Il y a par exemple le fait que les avancées des procédés de recherche, par exemple des procédés de visualisation cellulaire ou au niveau biochimique, donc des avancées au niveau de la biochimie même, donc ont vraiment aidé énormément à avancer le domaine scientifique. C'est juste donc, un exemple pour ça, c'est la chromatographie héparincépharose. Donc cette chromatographie héparincépharose est importante parce que c'est une méthode biochimique qui sert à absorber à la surface d'un gel sur lequel est greffé donc, des unités d'héparine et qui finalement va absorber des substances, des facteurs de croissance et d'autres, donc qui ont une forte affinité donc, pour cette héparine et qui sont ensuite isolés à partir de ça. Donc on les élue de la colonne, par exemple, on fait des colonnes, et ensuite on isole et on identifie la molécule. Et ça a vraiment aidé à découvrir un certain nombre de ces facteurs. Par exemple, les FG facteurs de croissance de fibroblastes, on est découvert comme ça. Le VEGF, le facteur plus important de l'angiogénèse, donc de cette formation de vaisseaux, était isolé de cette manière. Donc il y a des sauts donc, importantes qui ont été faits grâce à une innovation qui a eu lieu, quoi. Donc c'est vraiment important. D'accord. Et donc il y a évidemment plein d'autres exemples de ces généralisations qui sont absolument importantes pour la science, qui sont par exemple la proximité au niveau des domaines et les domaines qui se finalement influencent. Par exemple, la recherche sur le vaisseau et la recherche sur les nerfs, donc les neurones. Et les facteurs, on s'est rendu compte que les facteurs qui guident donc un axone d'un neurone sont similaires aux facteurs qui guident un vaisseau. Donc on a pu identifier ces facteurs-là et on a pu réellement voir que les facteurs et les récepteurs sur les deux systèmes sont dans certains cas semblables et fonctionnent donc d'une façon identique. Voilà, donc c'est deux exemples qui sont cités. Après, l'autre exemple, c'est le système, disons un principe essentiellement qui structure le vaisseau et qui organise le vaisseau. Donc dans les vertébrés, dans les organismes vertébrés, c'est l'endothélium qui organise le vaisseau. C'est autour du tube endothélial, ça se fait. Mais dans les invertébrés, ce n'est pas du tout comme ça. Là, il y a un tube épithélial, il y a des tubes épithéliaux qui existent, mais qui sont autour, qui ne sont jamais donc en interface avec le sang, et c'est la matrice extracellulaire qui est en interaction avec le sang, ce qui est totalement anormal parce que chez un vertébré, si vous exposez le sang à la matrice, le sang coagule immédiatement. Donc, les principes organisateurs sont très différents et au niveau évolutif, on ne comprend pas la façon de laquelle ce shift
ce changement évolutif a été fait vers une structure dont le principe organisateur est l'endothélium. Donc voilà. Donc ça, c'est juste des exemples que je mentionne dans ce livre et qui traite ça en détail. Donc il y aura plein d'autres. Il y a plein d'autres qui sont cités. Et donc le lecteur aurait loisir de les regarder, de les lire. Voilà. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup. Et donc on rappelle le nom de votre livre qui va bientôt sortir. Ça s'appelle Une brève histoire du vaisseau sanguin et lymphatique. Merci, Monsieur Big Falvy. Merci beaucoup.